Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h et vous êtes bien sur la télévision Futur Média. C'est parti pour le journal. Au sommaire, agression mortelle à Yarakh, un jeune boutiquier tué. La Fédération des boutiquiers réclame justice et menace d'aller en grève. Retour sur l'accident d'hier qui s'est passé sur l'axe Bambey-Réfane. Le bilan s'est alourdi. Il est passé de 11 à 13 morts. Un drame qui a plongé tout un quartier dans la consternation, C'est aux Parcelles Assainies où habitaient toutes les victimes. Fatima Touré a rendu visite à 4 familles endeuillées. Et puis le divorce est consommé entre la CEDEAO et les pays de l'AES. Comment cela va se passer concrètement, ainsi que les réactions dans cette édition. 1689 Sénégalais sur le point d'être expulsés des États-Unis par l'administration Donald Trump. Baba Aïdara, journaliste établi au pays de l'oncle Sam, nous en dira plus. Dans un instant, le développement. Nous vous le disions en ouverture avec le jeune Ismaïla Diallo qui a été tué dans sa boutique à Yarakh. Son agresseur est en fuite. Le jeune de 21 ans laisse derrière lui une famille attristée. Son corps est à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff pour les besoins de l'autopsie. Retour sur les lieux du crime avec vous, Habib Faye. Ismaïla Diallo ne verra plus ses parents. Un malfaiteur a pris sa vie dans sa boutique située à Yarakh dans la nuit du dimanche. Son corps est à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff pour les besoins d'autopsie. Son grand frère Idrissa, triste, retrace la scène. Foofu noonu ay 2h02 si li waa ji wax mu dem si fast food bi dégg leen jëndal reer am benn waay bu leen ginaawee dugg si bidib bi fekk fa xale bi ne ko xale bi kaay jaay ma meew zep booy bi jug ubbi frigo bi jox gaayam bi meew bi ne ko meew baa ngi nii waa ji ne ko meew bi lu muy jar mu ne ko 400 lay jar après waa ji ne ko waa ji génnee paaka ne ko nan dugg ci biir nga jox ma lu fa ne booy bi bu max waa ji kor ko daal koy jam si côté gi nii si faar yi après par la suite lu muy xëcc ak paaka ba waa ji dagaale ko si baaraan bi si côté si loxo droite bi. Et c'est finalement par ces blessures qu'il quitta ce bas monde, poursuit-il. Il laalul organe yi gaay ne blessure bi laalul organe bi waaw noonu lañ ci toll. leen mardi booy bi xëy julli fajar dem ba kon d'habitude de 9h 10h affaire bi daanalaat ko waa ji woo ma ne ma Idi ñëwal sarax yi dafa daanuwaat ma ne ko mbaa dafa bañ a lekk ma ne ko mu ne ma déedéet mu ngi nii di ko dugal si hôpital bi pour defar ko premier soin ñëwal gaaw. ma daal jël teer bi di ñëw am benn waay bu ma woo ne ma ñëw leen booy gaañ bi booy bi mu si hôpital bi mujjee na décédé waaw loolu laa. La sécurité des boutiquiers doit être prise en compte selon lui. dañuy araftu gars yi pour ñu gën a. À peine 21 ans, Ismaïla est agressé dans sa boutique par un homme encagoulé qui, par la suite, a pris la poudre d'escampette. Les gendarmes ont aussi ouvert une enquête et poursuivent leur recherche pour arrêter le meurtrier. Habib Faye, la Fédération nationale des boutiquiers n'exclut pas d'aller en grève. C'est pour réclamer justice après le meurtre d'Ismaïla Diallo. Mamadou Alpha Sow est le porte-parole de cette fédération. Je vous propose de l'écouter. Donc, nous sommes devant les médias pour appeler aux autorités compétentes de faire face à ces drames. Parce que si on ne limite pas ces drames actuellement, ça va s'agrandir. Ça va aller jusqu'à ce niveau que nous ne pouvons pas contrôler. Donc ce que nous appelons le ministre de l'Intérieur, c'est de faire face à maintenant, dès maintenant. Parce que nous, les boutiquiers, nous sommes mobilisés aujourd'hui face à ces drames. Le jeune là, il n'a jamais demandé la mort. Ce jeune, il n'a jamais réclamé. Il est là seulement à cesser son pain. Nous appelons à la gendarmerie, la police, de continuer les enquêtes, parce que c'est leur rôle.
Ces individus, nous payons l'impôt, nous payons tout. On va faire une ville morte de 24 heures. Je sais que cela va impacter l'économie du pays. Donc ce que nous ne voulons pas qu'on arrive là. Nous voulons que les autorités fassent face à ce drame. Retour sur l'accident d'hier survenu entre Bambey et Réfane. Le bilan s'est alourdi avec 13 décès enregistrés, 13 personnes membres d'un même daïra. Les familles des victimes sont inconsolables et tout un quartier de l'unité 18 des Parcelles Assainies est dans l'émoi. Après l'annonce de ce drame, Fatima Touré est allée à la rencontre de 4 familles de victimes, encore sous le choc des témoignages unanimes de belles personnes qui sont parties, laissant derrière elles douleur et consternation. Le reportage de Fatima Touré à Amadouba, nous y reviendrons en cours d'édition. Parlons de la rationalisation des dépenses de l'État. Dans cet objectif, le Premier ministre Ousmane Sonko a pris une circulaire pour encadrer les missions à l'étranger. Les indemnités journalières qui sont de 150 000 à 250 000 francs CFA n'ont pas changé, mais les modalités de voyage sont revues par le nouveau régime. Abdourahmane Diallo nous en dit plus dans cet élément. Pour les hauts cadres, les indemnités journalières varient entre 200 et 250 000 selon la zone. Et pour les autres agents de l'État, elles sont de 150 000 francs CFA par jour, toutes zones confondues. Il n'y a pas de changement sur les sommes comparées au régime de Macky Sall. Par contre, les changements sont notés sur certains points. C'est la limitation à 3 personnes maximum pour les délégations internationales afin d'encourager à utiliser les missions diplomatiques existantes pour réduire les coûts. Tout déplacement à l'étranger des membres du gouvernement, magistrats, militaires, fonctionnaires et autres agents de l'État nécessite l'accord préalable du Premier ministre. L'interdiction formelle d'utiliser les fonds d'équipement pour les missions, Ousmane Sonko veut que les demandes d'ordre de mission lui soient transmises 15 jours avant le départ et l'introduction d'un calendrier trimestriel des missions 15 jours avant le début du trimestre. Le chef du gouvernement rappelle que seul lui, le président de la République Bassirou Diomaye Faye et le président de l'Assemblée nationale El Malick Ndiaye ont droit à un voyage en première classe. Les ministres, directeurs généraux, le CMGA, chef d'état-major général des armées, le haut commandant de la gendarmerie, entre autres, voyagent en classe d'affaires. Le Premier ministre Ousmane Sonko ne veut plus d'abus dans les missions étrangères. Le conseil d'administration de la Caisse de sécurité sociale a autorisé le relèvement du plafond de cotisation sociale à 80 000 francs CFA au lieu de 64 223. Une autorisation qui fait polémique puisque le CNP et la Direction générale du travail et de la sécurité demandent sa suspension. Les éclairages de Mamadou Fall. Le plafond mensuel des salaires soumis aux cotisations passe de 63 000 à 80 000, soit un plafond annuel de 960 000 francs CFA. La mesure adoptée par délibération numéro 502 du 20 décembre 2024 fait suite à la dernière revalorisation par décret numéro 110-223 du 7 août 2023. La Caisse de sécurité sociale explique cette hausse de l'assiette des cotisations s'impose afin de respecter la logique et l'esprit des plafonds et planchers des cotisations sociales et garantir la conformité aux règles en vigueur. La mesure va également assurer la viabilité de l'institution et prendra effet à compter du 1er avril 2025. Mais la Direction générale du travail et de la sécurité sociale attire sur son caractère irrégulier, ne représentant pas les dispositions statutaires de la Caisse de sécurité sociale. La direction demande de surseoir à l'application de la mesure en attendant la transmission du procès verbal. Le Conseil national du patronat informe via une circulaire numéro 08-2025 de la suspension de la délibération numéro 502 du 20 décembre 2024 du Conseil d'administration de la Caisse de sécurité sociale portant relèvement du plafond des cotisations sociales. Une mesure qui semble pas du tout appréciée par certaines organisations. C'est fini entre la CEDEAO et les pays de l'AES, c'est ce qu'a déclaré un communiqué de l'organisation sous-régionale. N'empêche, elle invite ses États membres à continuer à observer certaines mesures jusqu'à la décision finale de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Le récit est signé d'Issa Prera.
C'est officiel, le Burkina, le Mali et le Niger ne font plus partie de la CEDEAO à partir de ce 29 janvier 2025. C'est ce qu'a déclaré l'organisation sous-régionale à travers un communiqué. Mais même si le divorce est annoncé, la CEDEAO invite ses membres à continuer de respecter certaines mesures jusqu'à nouvel ordre. Il s'agit notamment des passeports et des cartes d'identité portant le logo de la CEDEAO détenus par les citoyens de ces trois pays. Dans le même sens, les citoyens de l'AES peuvent continuer à circuler, résider et même s'établir sans visa dans les zones CEDEAO. De même, les fonctionnaires pourront aussi continuer de bénéficier du soutien et de la coopération dans le cadre de leur mission. À ces dispositions s'ajoute le fait d'accorder aux biens et services en provenance de ces pays le traitement prévu par le schéma de libéralisation des échanges. Des dispositions qui restent en vigueur jusqu'à l'adoption par la conférence des chefs d'État et de gouvernement des modalités complètes de relations futures avec ces trois pays, précise le communiqué. Au chapitre des réactions, le cofondateur du mouvement Y en a marre se dit attristé par le départ des pays de l'AES, de la CEDEAO. Fadel Barro accuse les militaires dirigeant ces trois pays d'être à l'origine de cette séparation, alors que le directeur de Timbuktu Institute, c'est le docteur Bakary Samb, s'interroge lui sur les conséquences du divorce. Cherif Dia signe le sujet. C'est acté comme prévu. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger quittent définitivement la CEDEAO. Une décision irréversible pour ces trois pays qui ont la particularité d'être dirigés par des putschistes. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes, les Africains, qui, après s'être réunis au niveau de la CEDEAO en 1975, aujourd'hui, de manière unilatérale, certains militaires ont décidé de défalquer, de diviser notre grand territoire qui est l'Afrique de l'Ouest. Parce que notre nature, c'est l'union. Nous ne pouvons pas nous dissocier en tant que peuple africain. Nous sommes la même communauté. Mais aujourd'hui, pour le pouvoir, pour pouvoir juste gérer, pour des biens personnels et pour de la cupidité, des Africains ils ont pris les armes et ils ont décidé de séparer l'Afrique. C'est vraiment triste. Rien ne sera plus comme avant dans cette zone communautaire qui garantissait une libre circulation des personnes et des biens. On est dans un flou où, d'un côté, la CEDEAO prend acte de la sortie de l'organisation de la part de ces pays-là, mais aussi que ces pays-là aussi ont bien pris la précaution quand même de rester dans l'UEMOA et d'avoir toujours la possibilité de se mouvoir, de commercer et de circuler dans l'espace. Donc nous sommes dans une phase d'attente. On verra dans les prochains jours, lorsque cela va être acté et que des décisions réelles vont être prises, qu'est-ce que cela va advenir de l'avenir de la CEDEAO, mais aussi de la coopération entre les États du Sahel, donc dans le cas de l'AES, et ceux de la CEDEAO. Les responsabilités sont partagées aux yeux du cofondateur du mouvement Y en a marre qui pointe du doigt une mauvaise gouvernance de la CEDEAO. Mais il faut avoir confiance aux dynamiques internes, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, comme que ce soit au Niger. Les peuples, les communautés qui ne veulent pas se séparer, qui ne veulent pas se diviser avec les autres Africains, continuent de s'organiser avec ceux de la CEDEAO. Même si cela aussi montre l'échec de la gouvernance de la CEDEAO par nos chefs d'État, ce ne devait pas être un prétexte. En tout cas, la séparation entre la CEDEAO et les pays de l'AES met fin à 50 ans de mise en œuvre d'une vie communautaire, un modèle pourtant réussi d'intégration. Parlons à présent des 1689 Sénégalais en passe d'être expulsés des États-Unis par l'administration Trump. Il faut juste préciser qu'il ne s'agit pas de ceux qui sont arrivés récemment au pays de l'oncle Sam via le Nicaragua, mais plutôt de migrants dont les demandes de régularisation ont été rejetées. Suivons les éclairages de notre confrère Baba Aïdara. Il est interrogé par Cherif Dia. Oui, le nombre est sans équivoque, plus de 1600 Sénégalais sur la ligne du retour forcé. Il faut cependant noter que cette liste n'est pas directement liée à ces vagues d'immigrants constatées récemment ici aux États-Unis d'Amérique. Il s'agit plutôt de ces Sénégalais dont leurs demandes de régularisation ont été rejetées. En ce moment, c'est vrai, nous assistons à des raids du fédéral
américain. Donc il est impératif à ces jeunes Sénégalais en situation irrégulière, non seulement de garder le profil bas, mais surtout de surveiller leurs arrières et enfin de choisir leur fréquentation. C'est arrivé à un moment inédit dans l'histoire diplomatique du pays vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. Voilà aujourd'hui un Sénégal dépourvu d'ambassadeurs et de consul général ici aux États-Unis. On savait déjà l'ex-consul Elhadj Nangandao qui effectue un excellent boulot concernant ces dossiers d'expulsion qui ont beaucoup aidé des Sénégalais qui ont fini à régulariser leur situation. Et bien sûr, en collaboration avec son patron basé à Washington à l'époque, M. Babacar Diagne. En ce moment, Madame la ministre Yacine Fall est interpellée car ces jeunes Sénégalais ne savent plus à qui s'adresser. Après les États-Unis, allons à Matam où c'est le lancement des journées de concertation sur la loi agro-silvopastorale. Les acteurs du monde rural de cette région du nord du Sénégal, réunis autour des autorités du ministère, vont réfléchir sur la révision de la loi qui régit l'agriculture et l'élevage dans notre pays. Les détails avec vous, Ali Bandelnian. 20 ans après sa dernière révision, les acteurs du monde rural se penchent sur les nouvelles orientations de la loi agro-silvopastorale. Suite au changement de paradigme porté par les nouvelles autorités au pouvoir, l'ensemble des organisations d'agriculteurs prennent part à ces journées de concertation à Matam. Le président de la République nous a donné des instructions fermes. S'il y a une priorité au niveau du ministère de l'Agriculture, il s'agissait aujourd'hui que l'on retravaille pour l'actualisation de la loi d'orientation agro-silvopastorale et halieutique. Pourquoi il en a fait une priorité? Parce qu'il a compris, si nous voulons atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés au Sénégal, nous ne pouvons pas y arriver sur la plus grande partie des Sénégalais, le secteur dans lequel ils sont investis. Il n'existe pas un cadre réglementaire qui permette de les prendre en charge. Raison pour laquelle il nous a instruit de travailler dès le départ sur la réactualisation de la loi d'orientation agro-silvopastorale. Et c'est l'occasion pour nous, dans le cadre de ce travail, de remercier tous les acteurs de la société civile qui se sont impliqués. Nous ne voulons pas que cette loi soit une loi du gouvernement seulement, mais nous voulons que cette loi soit la loi de la nation. Au lancement de ces journées de concertation, le PADER, un projet de développement agricole cofinancé par le FIDA et le gouvernement du Sénégal, a procédé à la signature de conventions avec des organisations communautaires de base. Nous avons voulu aujourd'hui lancer cette manifestation en y combinant une autre, à savoir la signature symbolique de ces conventions entre un projet du ministère de l'Agriculture et les bénéficiaires, c'est-à-dire le PADER. La signature de cette convention s'inscrit pleinement dans notre ambition commune de réduire la pauvreté rurale et de pouvoir une croissance économique durable et inclusive. Portée par la SAED, cette initiative est bien l'occasion pour les différents acteurs d'échanger et de partager sur le devenir du secteur agricole dans toutes ses composantes. Nous restons dans le nord du pays pour signaler la tension persistante entre les travailleurs des fermes Teranga et leurs employeurs. En effet, les délégués du personnel ont rejeté les propositions de sortie de crise. Ils continuent d'exiger les 5 mois de salaire dus par l'entreprise agricole. Suivons cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Sek. Les travailleurs des fermes de la Teranga ont décidé de continuer le bras de fer avec les responsables de l'entreprise agricole. Depuis 5 mois, ils n'ont pas reçu leur salaire. Après 2 jours de négociations initiées par les autorités et notables des différentes communes, ils ont décidé de poursuivre le combat. Nous voulons faire savoir à l'opinion nationale et internationale qu'il n'y a pas eu de consensus entre la direction et les délégués du personnel des fermes de la Teranga. On s'est réunis pour 2 jours pour se concerter, pour trouver des solutions. À notre grande surprise, avant la concertation, ils ont fait des déclarations comme quoi que
les délégués du personnel et la direction des fermes de la Teranga se sont donné la main. Selon le responsable des délégués des travailleurs, beaucoup de pères de famille peinent à prendre en charge normalement leur famille à cause de cette situation qui perdure. Les délégués invitent la direction à revoir sa copie. Alors qu'ils nous doivent jusqu'à présent 5 mois de salaire. C'est juste qu'on voulait amener des éclaircissements sur cette situation et que nous déplorons. Et nous venons de dire à toute l'opinion nationale et internationale que nous continuons notre lutte parce qu'on n'a pas eu de consensus et c'est ce qui est avéré. Aujourd'hui, plusieurs dizaines de pères de famille attendent de percevoir les 5 mois d'arriérés de salaire. Depuis cette date, la production agricole est à l'arrêt. Les travailleurs veulent des négociations sérieuses pour reprendre leurs activités. Nous restons toujours avec le monde agricole à Ziguinchor. Cette fois-ci, les acteurs de la filière anacardière réclament un programme national pour le secteur, ce qui serait une première. La proposition a été faite en marge de l'Assemblée générale de renouvellement de leur bureau. Le président élu de la filière anacardière répond ici au micro de Boubacar Diassi. Les nouvelles autorités, nous les appelons toujours à reconsidérer la filière cajou. C'est des autorités auxquelles nous accompagnons en fait leur action. Aujourd'hui, nous, on est dans la même dynamique pour pouvoir booster effectivement l'économie du Sénégal, mais plus particulièrement l'économie de la Casamance et de la région de Ziguinchor. Nous irons vers eux. Nous allons élaborer des projets pour aller effectivement solliciter leur accompagnement, leur soutien pour pouvoir atteindre notre objectif. Le Sénégal, jusqu'à présent, on n'a pas eu un programme concernant la transformation. Et donc, il va falloir travailler pour mettre sur place un programme qui nous permettra d'avoir, à chaque année, évoluer progressivement selon le pourcentage qu'on va transformer. Donc, c'est ça il s'agit. C'est pourquoi nous sommes en train de discuter entre nous pour mettre sur place un mécanisme qui nous permette, nous, de bien pouvoir booster la transformation comme on le veut. Mais nous irons vers l'État pour travailler afin de mettre sur place un programme afin de booster la transformation. Alerte pollution à Sébikotane. Les risques de contamination par l'air dans cette commune sont assez grands. Selon une étude menée par des chercheurs du CNRS, l'air dans la commune de Sébikotane est fortement contaminé par divers polluants, dont le plomb. Les résultats de l'étude projet Air Géo ont été présentés. Un festival est également prévu du 31 janvier au 1er février. C'est toujours à Sébikotane et pour sensibiliser les populations sur les dangers encourus, l'artiste Oumar Pène est invité de l'événement qui verra la présence du ministre de l'Environnement et de l'ambassadeur de France au Sénégal. Les organisateurs ont fait face à la presse et le compte-rendu est signé Abdou Diouf Diagne. L'air dans la commune de Sébikotane est contaminé par plusieurs types de pollution. Les chercheurs du CNRS qui ont mené l'enquête dans le cadre du projet RGO signalent la présence du plomb dans l'endroit où était installée Gravita, usine de fabrication et de recyclage de batteries. Autour de cette ancienne usine, il reste des sols qui sont contaminés. On a mesuré dans ces sols autour de l'usine des concentrations entre 100 et 1000 ppm, sachant qu'un sol est considéré pollué au-dessus de 400 ppm. Donc là, il y a une contamination au plomb de ces sols, bien que ça reste dans une zone restreinte de 300 mètres autour de l'usine. Toutefois, des solutions existent, rassurent les experts. Moustapha Sagna est enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop. Nous nous sommes un peu intéressés à la phytoremédiation. Ça veut dire une solution novatrice qui consiste à utiliser les plantes pour puiser ce plomb du sol et de le gérer afin que ce sol soit dépollué. L'enquête a aussi montré des pollutions issues des usines sur place, des véhicules qui traversent la ville et la combustion de charbon de bois dans les ménages. Pour multiplier la sensibilisation, un festival est prévu et ce sera en présence de l'artiste Oumar Pène. Il y a une dimension événementielle et grâce à la présence de Oumar Pène, c'est un moment fort de la vie de Sébikotane. Donc ce concert qui a lieu le 31 au soir, grand concert gratuit sur l'esplanade. Le ministre de l'Environnement et l'ambassadeur de la France au Sénégal seront aussi de la partie.
Et nous parlons de du 145e appel de Seydina Limamou Laye. Le groupe Futur Média s'engage à assurer une couverture exceptionnelle de l'événement. Le directeur général du groupe Futur Média, Birane Ndour, a déclaré que tous les supports du groupe, à savoir la TFM, l'Observateur, la RFM et le site IGFM, seront mobilisés pour une retransmission en continu de l'événement. Birane Ndour, qui a dirigé la délégation du groupe lors d'une visite à Cambérène à la rencontre des autorités religieuses de la famille Layène. Nous l'écoutons juste après la visite. Cette visite n'est qu'une formalité, c'est une vieille tradition. GFM se rend dans toutes les familles religieuses. La famille Layène n'est pas en reste et nous vous assurons ici que toutes les dispositions ont été prises à notre niveau pour une bonne couverture de l'appel. Ce n'est pas une première d'ailleurs. Nous pouvons même déclarer sans risque de nous tromper que les autres médias nous ont emboîté le pas. Force est de constater que vous avez joué un rôle très important dans la réussite des couvertures jusqu'ici grâce à vos prières formulées depuis le début. Le groupe Futur Média vous remercie de votre accompagnement. Nous prions également pour que la prochaine édition soit un succès. Vos prières sont toujours les bienvenues. Je vous l'annonçais en titre, le bilan de l'accident qui s'est alourdi, l'accident qui a eu lieu hier entre Bambey et Réfane, tout un quartier de l'unité 18 des Parcelles Assainies. Et dans les mois, nous sommes allés à la rencontre de 4 familles de victimes, parce que justement les 13 personnes décédées dans cet accident sont membres d'un même daïra et habitent les Parcelles Assainies. Le reportage est signé Fatima Touré. C'est les mois à l'unité 18 des Parcelles Assainies. Plusieurs familles touchées par l'accident tragique survenu sur l'autoroute Ila Touba. 13 membres d'un même daïra ont perdu la vie. La famille de Mbaké Touré, une des victimes du drame, est inconsolable. Il était une personne d'une bonté extraordinaire. Il respectait ses proches. Que Dieu l'accueille dans son paradis céleste. Je suis sa mère. Serigne Mbaké Touré était sans défaut. Les gens me disaient souvent que j'ignorais sa finalité. Il fut un fervent talibé. Il adorait Serigne Touba. Il se consacrait toute sa vie à la lecture des Hassidas. La famille Thioune est également touchée. 2 des leurs font partie des victimes de l'accident. On l'a surnommée Mère Beug Fallou. Elle gardait toujours l'effigie de Serigne Fallou Mbaké. Une autre famille aussi pleure sa maman. Adja Sorne Diop est aussi partie à jamais, laissant derrière elle des proches meurtris. Elle nous a toujours soutenus depuis que notre maman est décédée. Sorne Diop était ma conseillère. Elle faisait tout pour mes enfants, surtout en période de fête. Soxna sama doom la damay tëdd sama lal mu ñëw mu ne bu lekk mburu mu sedd am mburu mu tàng baa ngi. Sorne est ma fille. Elle ne dormait jamais sans que je la voie. Elle faisait tout pour moi. xaalisam sama loxo lépp sama loxo doomam yi noonu la ñu yaroo ñoom tamit. Unité 18 marquée par la perte de 13 personnes connues et aimées. Leurs proches prient pour le repos éternel de leurs âmes. Et pour terminer, le CETUD et l'ASP ont lancé ce mercredi le projet École sûre dans l'environnement du BRT. L'objectif est de sécuriser les trajets des élèves dans les zones scolaires traversées par le bus rapide transit en réponse à la densification du trafic et aux risques croissants. L'initiative prévoit la formation et le déploiement de 100 agents de proximité pour sensibiliser et protéger les enfants, particulièrement autour des stations du BRT. Birame Ndour, Batining.
Ce mercredi, le CETUD et l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité ont officiellement lancé le projet École sûre dans l'environnement du Berthet, une initiative cruciale pour sécuriser la traversée des élèves dans les zones scolaires traversées par le corridor du bus rapide transit. Ce discours, ces constats, ces diagnostics connus de tous nous exhortent à nouer des partenariats féconds, des partenariats agissant à la mutualisation de nos efforts, l'addition de nos forces pour prendre à bras le corps la question de la sécurité routière, d'autant plus quand il s'agit de nos enfants. Des enfants du Sénégal, des enfants qui bâtiront notre avenir commun. Donc, cette journée qui marque un partenariat inédit adresse de manière concrète la prise en charge de la sécurité qui est en droit dans le parcours, dans le trajet de nos enfants vers leurs écoles. Concrètement, nous avons identifié 48 établissements exposés. Nous avons identifié des populations vulnérables, il s'agit des élèves, et nous voulons apporter une solution concrète. Pour concrétiser cet engagement, 100 agents de proximité ont été formés et déployés sur le terrain. En collaboration avec l'inspection d'académie de Dakar, l'inspection d'académie de Pikine, Guédiawaye et l'ANASER, ce projet vise non seulement à sécuriser les passages piétons, mais aussi à sensibiliser activement la communauté scolaire. Ces valeureux hommes et femmes ont été formés aux premiers gestes de secours. Ils ont été initiés aux bonnes pratiques en matière de prévention pour aider à la fluidité de la circulation et à la mobilité urbaine. Les fondamentaux sur les droits des enfants, l'accueil et l'orientation, la discipline militaire, la sensibilisation aux violences basées sur le genre, l'éthique et la déontologie leur ont été inculqués pour mieux accomplir leur mission citoyenne. Ces connaissances ainsi acquises, adaptées aux spécificités du corridor BRT, leur permettra sans nul doute de réguler le trafic et prévenir les risques lors des traversées des élèves, sensibiliser les usagers et les enfants aux bonnes pratiques de sécurité routière, promouvoir les valeurs républicaines et civiques au sein des établissements scolaires. École sûre dans l'environnement du Berthet n'est pas seulement une réponse aux défis actuels, mais un modèle pour un avenir où la sécurité des enfants et la préservation de leur bien-être sont placés au cœur des priorités nationales. Cette convention, messieurs les directeurs, nous, autorités scolaires, nous en sommes les principaux bénéficiaires, car elle vient en réalité prendre en charge une dimension de la protection des enfants par rapport à laquelle nous avons des limites objectives, c'est-à-dire la protection de l'enfant sur la route de l'école. Nous assumons la sécurité des enfants dans les écoles et établissements, mais nous peinons à garantir cette protection le long de la route et c'est pourquoi cette convention est venue à son heure. C'était là l'essentiel de l'actualité sur la télévision Futur Média. Bonne suite de programme et la suite c'est tout de suite avec l'invité du 20h, M. Mbagnick Diop, président du MEDES.